Je n'aurais jamais dû regarder son téléphone ce soir-là. Mais voilà, je l'ai fait. Et maintenant, je sais des choses qu'un homme ordinaire ne devrait jamais savoir. Des choses sur ma femme. Des choses sur un homme qu'on appelle le fantôme. Des choses qui font que même les types en costume 3 pièces qui dirigent cette ville depuis leur tour de verre préfèrent changer de trottoir quand son nom est prononcé. Tout a commencé il y a 3 semaines, un mardi soir parfaitement banal. Le genre de soirée où rien ne devrait basculer. Le genre de soirée où on rentre du travail. On embrasse sa femme sur le front. On demande comment s'est passée sa journée. Et on s'installe devant un repas réchauffé en parlant de tout et de rien. Sauf que ce soir-là, Émilie n'était pas comme d'habitude. Elle portait cette robe. Celle en soie bordeaux qui épouse ses hanches d'une manière qui devrait être interdite par la loi. Celle qu'elle ne met que pour les grandes occasions. Ses cheveux noirs tombaient libres sur ses épaules, brillant sous la lumière tamisée de notre salon. Elle sentait le jasmin et quelque chose d'autre. Quelque chose de nouveau. Un parfum que je ne lui connaissais pas. « Tu sors ?» ai-je demandé en gardant un ton léger. Elle a souri. Ce sourire que je connaissais par cœur. Celui qui disait oui sans vraiment dire oui. Celui qui cachait toujours quelque chose. « Juste un verre avec Sophie », a-t-elle répondu en attrapant son sac à main. Je ne rentrerai pas tard. Sophie, sa meilleure amie depuis l'université. Celle qui travaillait dans une galerie d'art et qui organisait des soirées où je me sentais toujours comme un intrus. Je n'aimais pas Sophie. Trop de mystères, trop de sourires en coin, trop de conversations qui s'arrêtaient net quand j'entrais dans une pièce. « D'accord », ai-je simplement dit. Elle s'est approchée, a posé une main sur ma joue. Sa paume était chaude. Ses doigts ont effleuré ma mâchoire avec une tendresse presque douloureuse. « Tu es adorable », a-t-elle murmuré avant de m'embrasser rapidement. Puis elle est partie. La porte s'est refermée dans un claquement doux. Et moi, je suis resté là, debout au milieu de notre salon, trop propre. Avec cette sensation étrange qui me rongeait le ventre. Cette sensation qui disait que quelque chose n'allait pas, que quelque chose avait changé. J'ai essayé de me raisonner. Émilie sortait tout le temps avec Sophie. C'était normal, sain. Les couples avaient besoin d'espace. J'étais juste parano, juste fatigué, juste con. Sauf que 2 heures plus tard, quand j'ai trouvé son téléphone oublié sur le comptoir de la cuisine, tout a basculé. Je sais ce que vous pensez. Regarder le téléphone de sa femme, c'est franchir une ligne. C'est violer une confiance. C'est le début de la fin. Et vous avez raison. Mais à ce moment-là, avec cet appareil vibrant entre mes mains, avec ces notifications qui s'allumaient comme des petites bombes silencieuses, je n'ai pas réfléchi. J'ai déverrouillé l'écran. Le code était notre date d'anniversaire. Pathétique, non? Comme si les secrets pouvaient être protégés par des chiffres sentimentaux. Et là, j'ai vu les messages. Pas de Sophie. Pas de groupe de filles. Pas de discussion banale sur des restaurants ou des films. Non. Un seul contact. Un seul nom. Ou plutôt, un seul surnom. F. Juste F. Les messages remontaient sur plusieurs semaines. Peut-être plus. Je n'ai pas eu le courage de tout faire défiler. J'en ai lu quelques-uns. Suffisamment pour comprendre. Suffisamment pour que mon monde entier se fissure comme du verre sous la pression. Le dernier message datait de 20 minutes. « Tu es magnifique ce soir. » Ma main tremblait. Mon cœur cognait tellement fort que j'entendais le sang battre à mes tempes. Magnifique. Il l'avait vue. Il savait comment elle était habillée. Il savait qu'elle portait cette robe bordeaux. Cette putain de robe que j'adorais. J'ai continué à lire, remonté dans la conversation. Chaque mot était comme une lame qui s'enfonçait lentement sous mes côtes. J'ai besoin de te voir. Maintenant. Toujours au même endroit. Tu me rends fou. Personne ne peut savoir. Surtout pas lui. Lui, moi, le mari. L'idiot qui attendait sagement à la maison pendant que sa femme allait retrouver un fantôme. J'ai failli tout casser. Le téléphone, la table, moi-même. Mais au lieu de ça, j'ai pris une photo de l'écran avec mon propre portable. Une preuve. Parce qu'une partie rationnelle de mon cerveau me disait que j'allais avoir besoin de preuves.
que je ne pouvais pas simplement exploser sans savoir exactement à qui j'avais affaire. Puis, j'ai remis son téléphone exactement là où je l'avais trouvé, et j'ai attendu. Émilie est rentrée vers minuit, les cheveux légèrement défaits, le rouge à lèvres disparu. Elle souriait. Ce sourire rêveur que je ne lui avais pas vu depuis des mois. Peut-être des années. C'était bien, a-t-elle dit en enlevant ses talons. Super, ai-je répondu sans la regarder. Elle a attrapé son téléphone, vérifié l'écran rapidement, puis est montée se coucher. Moi, je suis resté en bas encore 1 heure, à fixer le vide, à essayer de comprendre comment j'en étais arrivé là. Comment ma femme, cette femme que j'aimais depuis 8 ans, que j'avais épousée sous la pluie dans ce petit village de Provence, comment cette femme pouvait me tromper avec quelqu'un dont je ne connaissais même pas le nom. F. Qui était F? Le lendemain, j'ai commencé à chercher. Discrètement, méthodiquement, comme un homme qui sait qu'il va trouver quelque chose qu'il ne veut pas voir, mais qui doit absolument savoir. J'ai commencé par Sophie, un coup de fil rapide, sous prétexte de vouloir organiser une surprise pour Émilie. Sophie a été vague, trop vague. Elle a parlé de soirées, de galeries, de gens intéressants, mais aucun nom, aucun détail concret. Puis, j'ai fouillé dans nos relevés bancaires. Émilie avait toujours géré nos comptes avec une précision chirurgicale. Mais là, j'ai remarqué des retraits en liquide. Réguliers, toujours les mêmes montants. Jamais assez pour alerter, juste assez pour passer inaperçu. 300 €, toutes les 2 semaines. Pourquoi faire? J'ai vérifié ses réseaux sociaux. Rien. Émilie était discrète en ligne. Peu de photos, peu d'amis, peu de traces. Comme si elle savait exactement comment effacer ses pas numériques. Puis, 3 jours après ma découverte, j'ai entendu ce nom pour la première fois. Le fantôme. C'était un vendredi soir. J'étais dans un bar près de mon bureau. Un endroit où je n'allais jamais. Un endroit où je pensais pouvoir noyer cette angoisse qui me dévorait de l'intérieur. 2 types au comptoir parlaient à voix basse. Des costumes impeccables. Des montres qui coûtaient plus que ma voiture. Le genre d'hommes qui sentent l'argent et le danger à parts égales. Je les ai entendus prononcer ce surnom. Le fantôme. Ils en parlaient avec un mélange de respect et de terreur. Comme si le simple fait de mentionner ce nom pouvait invoquer quelque chose de dangereux. Personne ne l'a jamais vu vraiment, disait l'un d'eux. Même les Russes ne savent pas à quoi il ressemble. Il paraît qu'il contrôle la moitié des affaires de la ville, sans jamais apparaître nulle part, ajoutait l'autre. Pas de photos, pas d'empreintes, rien, comme s'il n'existait pas. Mon sang s'est glacé. F, le fantôme, ça ne pouvait pas être une coïncidence. J'ai attendu qu'il parte, puis j'ai payé ma bière et je suis sorti dans la nuit froide de novembre. Les rues étaient mouillées. Les réverbères créaient des halos de lumière jaune sur le bitume noir. Et moi, je marchais sans vraiment savoir où j'allais, avec cette révélation qui me brûlait la gorge. Ma femme couchait avec un fantôme, avec un homme que même la mafia craignait, avec quelqu'un qui n'était peut-être pas vraiment humain. Comment était-ce possible? Comment Émilie, ma douce Émilie, qui aimait les dimanches paresseux et les films romantiques, comment elle pouvait être mêlée à ça? Je suis rentré tard cette nuit-là. Émilie dormait déjà. Ou faisait semblant. Je me suis allongé à côté d'elle, en essayant de ne pas la toucher, en essayant de ne pas penser à ce corps que je connaissais par cœur, et qui appartenait maintenant à quelqu'un d'autre. Dans le noir, j'ai entendu sa respiration. Calme, régulière, paisible. Comment pouvait-elle dormir si tranquillement alors que moi, je me noyais? Les jours suivants ont été une torture. J'observais Émilie comme un étranger. Chaque geste, chaque sourire, chaque silence. Tout était devenu suspect. Tout était chargé de signification. Elle partait souvent maintenant. Des courses qui duraient trop longtemps. Des rendez-vous chez le coiffeur qui semblaient interminables. Des soirées avec Sophie qui se multipliaient. Et moi, je jouais le mari parfait. Compréhensif, patient, aveugle. Mais à l'intérieur, je me consumais. J'ai commencé à la suivre. Juste une fois, puis 2, puis 3. Comme un obsédé, comme un malade. Mais je devais savoir, je devais voir. La 4e fois, elle m'a mené à un immeuble dans le quartier des Docks. Un bâtiment industriel reconverti en loft de luxe. Le genre d'endroit où les riches viennent jouer aux rebelles. Elle est entrée par une porte latérale, sans hésiter, comme si elle connaissait le chemin par cœur. J'ai attendu dehors, caché derrière ma voiture, tremblant de froid et de rage. 3 heures plus tard, elle est ressortie, seule, mais différente, les cheveux encore plus défaits, le maquillage légèrement brouillé, et ce sourire,
Ce putain de sourire satisfait qui disait tout. Elle ne m'a pas vu. Elle est montée dans sa voiture et elle est partie. Moi, je suis resté là encore 10 minutes, à fixer cette porte, à me demander ce qui se passait derrière, à imaginer des choses que je n'aurais jamais dû imaginer. Puis, alors que je m'apprêtais à partir, quelqu'un est sorti. Un homme, grand, large d'épaules, vêtu d'un long manteau noir qui semblait absorber la lumière des réverbères. Je ne voyais pas son visage, juste sa silhouette, juste cette présence qui faisait froid dans le dos. Il s'est arrêté sur le trottoir, a allumé une cigarette. La braise a éclairé brièvement ses traits. Et là, pendant une fraction de seconde, nos regards se sont croisés. Je ne sais pas s'il m'a vraiment vu, mais moi, j'ai senti quelque chose. Une collection, un avertissement silencieux. Comme s'il savait exactement qui j'étais et ce que je faisais là. Puis, il a disparu dans la nuit, littéralement. Un instant, il était là, l'instant d'après, il n'y avait plus personne. Le fantôme. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Allongé dans le Loir, les yeux grands ouverts, j'essayais de reconstruire son visage dans ma mémoire. Mais c'était impossible. Comme si mon cerveau refusait de fixer les détails. Je me souvenais de l'intensité de son regard, de la ligne dure de sa mâchoire, de quelque chose de dangereux et de magnétique à la fois, mais rien de concret, rien que je pourrais décrire à quelqu'un. C'était exactement ce qu'on disait de lui, le fantôme, celui qu'on ne peut pas identifier, celui qui n'existe que dans les murmures et les transactions, qui ne laissent aucune trace. À côté de moi, Émilie dormait. Sa main reposait sur l'oreiller, près de son visage. Cette main que j'avais tenue des milliers de fois. Ses doigts qui avaient caressé un autre homme quelques heures plus tôt. Je me suis levé sans faire de bruit, descendu au rez-de-chaussée, versé un whisky que je n'ai pas bu, juste tenu le verre, sentant le poids du cristal dans ma paume, essayant de comprendre comment j'en étais arrivé là. 8 ans de mariage, 8 ans à construire une vie ensemble, une maison, des projets, des rêves. Et maintenant quoi? Tout ça s'effondrait à cause d'un homme qui n'existait même pas vraiment. Le pire, c'était que je ne pouvais en parler à personne. Qui croirait cette histoire? Ma femme qui me trompe avec un fantôme, avec un homme que même la mafia respecte, avec quelqu'un qui contrôle la moitié de cette ville depuis les ombres. J'avais l'air d'un fou, ou d'un type qui inventait des excuses pour justifier sa paranoïa. Mais je savais ce que j'avais vu. Je savais ce que j'avais lu, et je savais que je devais agir. Le lendemain matin, Émilie était déjà partie quand je me suis réveillé. Un mot sur la table de la cuisine. Son écriture élégante sur un post-it jaune. Réunion tôt ce matin. Je t'aime, je t'aime. Ces mots qui ne voulaient plus rien dire, ou qui voulaient dire trop de choses. Je ne savais plus. J'ai pris le post-it, l'ai fixé longuement, puis je l'ai froissé et jeté à la poubelle. J'avais un plan maintenant, ou du moins le début d'un plan. Je devais en savoir plus sur lui, sur le fantôme, sur ce qui attirait ma femme vers un homme aussi dangereux. J'ai appelé un ancien collègue, Marc, un type qui avait travaillé comme journaliste d'investigation avant de se reconvertir dans le consulting. Le genre de personne qui connaît les bons contacts, qui sait où chercher les informations que personne ne veut révéler. On s'est retrouvés dans un café discret près de la gare. Marc avait vieilli. Des rides profondes autour des yeux, des cheveux gris qui gagnaient du terrain, mais le même regard affûté, le même sourire en coin qui disait qu'il avait vu trop de choses pour être surpris. Le fantôme, a-t-il répété après que je lui ai posé la question. Tu ne veux pas vraiment savoir, Thomas? Si, justement, je veux savoir. Il a bu une gorgée de son café, m'a étudié un moment, puis a soupiré. D'accord, mais ce que je vais te dire ne sort pas d'ici, et tu oublies que ça vient de moi. J'ai hoché la tête. Personne ne sait son vrai nom, a commencé Marc. Personne ne sait d'où il vient. Il est apparu il y a environ 5 ans, discrètement. Quelques opérations financières par-ci, quelques arrangements par-là. Rien de flagrant, rien d'illégal en apparence. Mais en creusant, on découvre qu'il a des intérêts partout. Immobilier, import-export, galeries d'art, restaurants haut de gamme, même des parts dans des start-up technologiques, des galeries d'art. Mon cœur a fait un bond. Sophie, sa meilleure amie, travaillait dans une galerie. Le truc avec lui, continuait Marc, c'est qu'il ne fait jamais rien directement. Il utilise des intermédiaires, des prête-noms, des sociétés écrans. Tu peux tracer l'argent pendant des semaines sans jamais arriver jusqu'à lui. Et ceux qui ont essayé de l'exposer ont tendance à disparaître. Pas de manière violente. Juste, ils partent, changent de ville, de pays.
comme s'ils avaient reçu une offre qu'ils ne pouvaient pas refuser. Ou une menace, ai-je dit? Ou une menace. Mais personne n'a jamais porté plainte. Personne n'a jamais témoigné. Il est intouchable. Et physiquement, à quoi ressemble-t-il? Marc a haussé les épaules. Les descriptions varient. Certains disent qu'il est grand, d'autres petit, brun ou blond, jeune ou entre deux âges. C'est comme si chaque personne voyait quelqu'un de différent. Comme s'il changeait d'apparence selon les situations. Ou comme s'il n'existait pas vraiment. Exactement. D'où le surnom. Le fantôme. J'ai serré ma tasse tellement fort que j'ai cru qu'elle allait se briser. Et les femmes? Il a une réputation avec les femmes. Marc m'a regardé différemment, plus attentivement, comme s'il venait de comprendre pourquoi je posais toutes ces questions. Ah, c'est donc ça. Il a baissé la voix. On dit qu'il collectionne les femmes mariées. Pas par hasard, par stratégie. Il choisit celles qui ont des maris bien placés. Des hommes d'affaires, des politiciens, des types qui ont accès à des informations sensibles. Il les séduit, les fascine, et ensuite, il obtient ce qu'il veut. Information, contrat, accès. Mon sang s'est figé dans mes veines. Tu penses que ta femme a commencé, Marc? Je ne sais pas. Je ne sais plus rien. Thomas, écoute-moi bien. Si ta femme est vraiment impliquée avec lui, tu dois faire très attention. Ce type ne joue pas. Et ceux qui essaient de se mettre en travers de son chemin finissent toujours par le regretter. Je ne vais pas juste rester là à regarder ma vie s'effondrer. Alors divorce, pars, recommence ailleurs. Mais ne cherche pas à l'affronter. Tu ne gagnes pas contre quelqu'un qui n'existe pas officiellement. Nous sommes restés silencieux un moment. Le brouhaha du café autour de nous. Les gens qui vivaient des vies normales, qui ne savaient rien des fantômes et des trahisons. Il y a une dernière chose, a fini par dire Marc. Une rumeur, probablement fausse, mais je te la donne quand même. Quoi? On dit qu'il a un endroit, un lieu secret où il emmène ses conquêtes. Un appartement dans les docks, très luxueux, très discret. Personne ne connaît l'adresse exacte, mais les gens qui travaillent dans le quartier parlent parfois d'une porte noire, au 4e étage d'un immeuble rénové, sans numéro, sans nom sur l'interphone, juste une porte noire. L'immeuble où j'avais suivi Émilie, celui avec la porte latérale. Je n'avais pas fait attention aux étages. Mais maintenant, tout prenait sens. Je suis rentré chez moi comme un automate, l'esprit en ébullition. Chaque information se connectait avec la suivante, formait un tableau que je ne voulais pas voir, mais que je ne pouvais plus ignorer. Émilie n'était pas juste une maîtresse parmi d'autres. Elle était une cible, une pièce dans un jeu beaucoup plus grand que je ne l'imaginais. Mais pourquoi elle? Qu'est-ce que j'avais? Moi, Thomas Mercier, comptable dans une société de conseil moyenne, aucun pouvoir. Aucune influence, aucune information qui puisse intéresser quelqu'un comme le fantôme. À moins que ce ne soit pas moi la cible. J'ai allumé mon ordinateur, cherché des informations sur mon entreprise, sur mes clients, sur les dossiers que je gérais. Et là, j'ai trouvé un de nos clients principaux, une société d'investissement internationale, des transactions massives, des millions qui circulaient chaque semaine, des contrats avec des gouvernements étrangers, des projets d'infrastructures sensibles. J'avais accès à tous leurs comptes, à tous leurs mouvements financiers, à toutes leurs stratégies d'investissement. Mon Dieu, Émilie ne m'avait jamais posé de questions sur mon travail, jamais montré d'intérêt pour mes clients. Mais maintenant, je repensais à toutes ces fois où mon ordinateur était resté ouvert, à toutes ces conversations téléphoniques qu'elle avait pu entendre, à tous ces documents que je ramenais parfois à la maison. Je n'étais pas juste un mari trompé, j'étais une source d'information. Le soir même, Émilie est rentrée tard. Encore. Cette fois, elle ne s'est même pas donné la peine d'inventer une excuse élaborée. J'étais occupé, a-t-elle simplement dit en montant directement à l'étage. Je l'ai suivie. Pour la première fois depuis des semaines, je ne pouvais plus jouer la comédie. Elle était dans la salle de bain, se démaquillant face au miroir. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Occupé avec qui? Ai-je demandé calmement. Elle a suspendu son geste. Nos regards se sont croisés dans le reflet. Tu recommences avec tes questions, Thomas. Je veux juste savoir où tu étais. Elle s'est retournée, m'a fait face, et pour la première fois, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Pas de la culpabilité, pas de la peur, mais quelque chose de pire, de l'indifférence. J'étais avec Sophie, comme d'habitude. Pourquoi tu ne me crois jamais? Parce que tu mens. Le mot est sorti plus fort que je ne l'aurais voulu.
Il a résonné dans la petite salle de bain carrelée. Émilie n'a pas scié. Je ne te dois aucune explication, Thomas. Je suis une femme adulte, j'ai le droit de sortir, d'avoir mes propres amis, ma propre vie, ta propre vie. C'est comme ça que tu appelles ça? Qu'est-ce que tu insinues exactement? J'étais au bord du précipice. Je pouvais tout dire, tout balancer, mais quelque chose m'a retenu. Peut-être la peur, peut-être l'instinct de survie, ou peut-être que je voulais encore avoir une carte en main. Rien, ai-je fini par dire. Oublie. Je suis retourné dans la chambre, me suis allongé sur le lit, fixé le plafond. Émilie est restée dans la salle de bain encore 10 minutes. Quand elle est sortie, elle portait une de mes chemises, celle qu'elle aimait mettre pour dormir. Ça aurait dû être intime, tendre, mais maintenant, même ce geste me semblait faux. Elle s'est glissée sous les draps, s'est tournée dos à moi. « Bonne nuit », a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu. Dans l'obscurité, j'ai senti sa respiration ralentir, devenir régulière. Elle dormait, paisiblement, comme si de rien n'était. Moi, je restais éveillé, à élaborer un plan stupide, dangereux, probablement suicidaire. J'allais retrouver le fantôme. J'allais entrer dans cet immeuble des Docks, monter jusqu'à cette porte noire, et j'allais découvrir la vérité. Toute la vérité, même si ça devait me détruire. Le lendemain était un samedi. Émilie avait prévu de passer la journée avec sa mère, ou c'est du moins ce qu'elle m'avait dit. Je n'ai pas cherché à vérifier. Ça n'avait plus d'importance. J'ai attendu qu'elle parte. Puis j'ai pris ma voiture et j'ai roulé vers les docks. Le quartier était différent en plein jour, moins menaçant, presque banal. Des joggers sur les quais, des familles qui se promenaient, des touristes qui prenaient des photos des anciens entrepôts reconvertis. J'ai garé la voiture à 2 rues de l'immeuble, marché lentement, les mains dans les poches, essayant d'avoir l'air aussi normal que possible. La porte latérale était fermée, évidemment. Un digicode protégeait l'entrée. J'ai regardé autour de moi. Personne. Puis j'ai attendu. 10 minutes plus tard, une femme est sortie. Jeune, élégante. Elle m'a tenu la porte machinalement, distraite par son téléphone. « Merci », ai-je dit en entrant. Elle n'a même pas levé les yeux. L'intérieur était tel que je l'imaginais. Moderne, épuré, des murs blancs, des lumières LED discrètes, un ascenseur design au fond du hall. 4e étage, une porte noire. J'ai pris l'ascenseur. Mon cœur battait tellement fort que j'entendais le sang cogner à mes tempes. Qu'est-ce que je faisais? C'était de la folie. Mais je ne pouvais plus reculer. Les portes se sont ouvertes au 4e. Le couloir était silencieux. 3 portes, une blanche, une grise, et au fond, une porte noire, sans numéro, sans nom. Je me suis approché. Ma main tremblait quand j'ai tendu le bras vers la poignée. Et c'est exactement à ce moment-là que la porte s'est ouverte de l'intérieur. Une femme se tenait dans l'embrasure. Pas Émilie, une inconnue, brune, la trentaine, vêtue d'un tailleur noir impeccable qui épousait ses formes avec une précision calculée. Elle me regardait sans surprise, comme si elle m'attendait, comme si elle savait exactement qui j'étais et pourquoi j'étais là. « Monsieur Mercier », a-t-elle dit d'une voix douce, « il vous attend. » Mon sang s'est glacé. « Comment connaissez-vous mon nom ?» Elle a souri, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Entrez, s'il vous plaît. » Elle s'est écartée. Et malgré toutes les alarmes qui hurlaient dans ma tête, malgré l'instinct qui me criait de fuir, j'ai franchi le seuil. L'appartement était exactement comme je l'avais imaginé. Non, pire, plus luxueux, plus intimidant. Des baies vitrées immenses donnaient sur les docks et la rivière. Des meubles design, des œuvres d'art au mur. Tout était dans des tons de gris, de noir et de blanc. Froid, élégant, impersonnel, comme un décor, comme si personne ne vivait vraiment ici. « Asseyez-vous », a dit la femme en désignant un canapé en cuir près des fenêtres. « Il arrive. » Puis elle a disparu dans une pièce adjacente, me laissant seul. J'aurais dû partir, courir, appeler la police, mais mes jambes refusaient de bouger. J'étais paralysé, fasciné et terrifié à la fois. Combien de temps suis-je resté là? 5 minutes, 10. Le temps s'étirait bizarrement, comme si cet endroit existait hors du monde normal. Puis j'ai entendu des pas, lents, mesurés, et il est entré, le fantôme, en pleine lumière cette fois, sans l'obscurité de la nuit pour le protéger, sans l'angle de fuite
qui m'avait empêché de bien voir son visage. Il était grand, plus grand que moi, vêtu d'un costume sombre parfaitement coupé, chemise noire ouverte au col, pas de cravate, des cheveux noirs peignés en arrière, un visage aux traits durs mais harmonieux, des yeux, mon Dieu, ces yeux, gris acier, perçants, le genre de regard qui vous déshabille l'âme en une seconde. Il n'avait pas l'air dangereux. Il avait l'air de quelqu'un qui n'avait jamais eu besoin d'être dangereux, parce que tout pliait naturellement devant lui. « Monsieur Mercier », a-t-il dit en s'avançant. Sa voix était grave, posée, presque chaleureuse. « Je dois avouer que je ne m'attendais pas à vous voir ici. Enfin, pas si tôt. »« Qui êtes-vous » ai-je demandé. Ma propre voix tremblait. Il a souri, un sourire qui aurait pu être amical dans d'autres circonstances. « Vous pouvez m'appeler Dante. Ce n'est pas mon vrai nom, bien sûr, mais c'est celui que j'utilise pour les conversations civilisées. Dante, comme le poète qui a visité l'enfer. Il s'est servi un verre de quelque chose d'ambré dans un bar design près du mur. M'en a proposé un. J'ai refusé d'un geste. « Vous savez pourquoi je suis ici » ai-je dit. « Bien sûr. Votre femme. » Il a bu une gorgée, s'est installé dans un fauteuil en face de moi, avec une grâce presque féline. « Émilie est une femme remarquable » a-t-il continué. « Intelligente, belle, complexe. Je comprends pourquoi vous l'avez épousée. Ne parlez pas d'elle comme ça. » Comme quoi? Avec admiration. C'est pourtant ce qu'elle mérite, non? Vous la manipulez, vous l'utilisez pour m'atteindre, pour accéder à mes dossiers, à mes clients. Il a levé un sourcil, puis a ri. Un rire bas qui résonnait dans la pièce comme une mélodie sinistre. Thomas, je peux vous appeler Thomas. Vous surestimez votre importance, et vous sous-estimez votre femme. Il s'est penché en avant, ses coudes sur genoux, son regard planté dans le mien. Émilie n'est pas venue à moi parce que je l'ai manipulée. Elle est venue parce qu'elle le voulait, parce qu'elle cherchait quelque chose que vous ne pouviez pas lui donner. Menteur. Vraiment. Alors dites-moi, Thomas, quand avez-vous regardé votre femme pour la dernière fois? Vraiment regardé. Pas juste un coup d'œil rapide avant de partir au travail, pas juste un baiser distrait sur le front, mais vraiment la voir. Je serrais les poings. Quand lui avez-vous demandé ce qu'elle ressentait, ce dont elle rêvait, ce qui la faisait vibrer? Quand avez-vous pris le temps de la découvrir comme si elle était encore cette femme que vous aviez rencontrée il y a 8 ans? Taisez-vous. La vérité fait mal, n'est-ce pas? Vous pensez que c'est moi le méchant de cette histoire? Mais peut-être que le problème, c'est vous. Votre confort, votre routine, votre incapacité à voir que la femme avec qui vous partagez votre lit était en train de mourir d'ennui. Chaque mot était comme une balle, précis, mortel. Émilie ne m'a pas cherché pour redossier, continuait-il. Elle m'a cherché parce qu'elle voulait se sentir vivante, désirée, importante. Et oui, j'ai profité de la situation. J'ai eu accès à certaines informations qui m'intéressaient. Mais croyez-moi, ce n'était qu'un bonus. Le vrai plaisir, c'était elle. Je me suis levé d'un bond, prêt à le frapper, à faire n'importe quoi pour effacer ce sourire suffisant de son visage. Mais il n'a pas bougé, n'a même pas scié. Il savait que je n'oserais pas, que je ne pouvais pas. Asseyez-vous, Thomas. Nous n'avons pas fini. Je suis resté debout, tremblant de rage, d'humiliation, de douleur. Vous voulez savoir ce qui s'est passé entre nous? A-t-il dit calmement. Vous voulez les détails, les moments, les mots qu'elle a murmurés dans le noir, les endroits où je l'ai touchée. Fermez-la, mais je ne vous raconterai rien. Ce serait irrespectueux, envers elle, pas envers vous, envers elle. Il s'est levé à son tour, s'est approché des fenêtres, mains dans les poches. Silhouette découpée contre la lumière grise du jour. Ce que je vais vous dire, en revanche, c'est que votre mariage était mort bien avant que je n'entre dans l'équation. Vous étiez 2 étrangers vivant sous le même toit, partageant un lit mais pas une vie. Elle méritait mieux. Et honnêtement, vous aussi, je ne vous crois pas. Il s'est retourné, alors demandez-lui. Ce soir, rentrez chez vous et ayez cette conversation que vous évitez depuis des mois. Demandez-lui si elle est heureuse. Demandez-lui ce qu'elle veut vraiment. Et écoutez, vraiment écoutez. Vous serez surpris de ce que vous découvrirez. Pourquoi vous me dites tout ça? Pourquoi cette mise en scène? Parce que contrairement à ce que vous pensez, je ne suis pas un monstre. Je suis simplement quelqu'un qui prend ce que la vie offre. Et parfois, ce que la vie offre, ce sont des femmes négligées par les maris aveugles. Il est retourné vers le bar. S'est resservi un verre. Vous êtes libre de partir, Thomas. Personne ne vous retient.
Mais avant de franchir cette porte, je veux que vous compreniez une chose. Émilie a fait son choix. Et ce choix n'était pas vous. Pas maintenant. Peut-être pas depuis longtemps. Vous pouvez vous battre, pleurer, supplier, mais ça ne changera rien. Elle ne reviendra pas. Comment pouvez-vous en être si sûr? Pour la première fois, son masque de contrôle a vacillé. Quelque chose d'autre est apparu dans ses yeux. Quelque chose de presque humain. Parce qu'elle me l'a dit. Hier soir, dans ce lit, là-bas. Elle m'a dit qu'elle allait vous quitter, que c'était fini, qu'elle ne pouvait plus faire semblant. Le monde a basculé. J'ai dû m'appuyer contre le dossier du canapé pour ne pas tomber. Elle devait vous en parler ce week-end, continuait-il impitoyablement. Elle voulait trouver le bon moment, les bons mots. Mais maintenant que vous êtes ici, je suppose que ça accélère les choses. Je ne pouvais plus respirer. Ma poitrine était comprimée. Mes poumons refusaient de fonctionner. Je suis désolé, a-t-il ajouté. Et il semblait presque sincère. Vraiment. Mais parfois les histoires se terminent. Et c'est mieux pour tout le monde. Je suis parti, chancelant, aveugle, traversé le couloir, pris l'ascenseur, sorti dans la lumière froide de novembre qui me brûlait les yeux. Je ne me souviens pas comment je suis rentré chez moi. J'ai dû conduire, marcher, exister dans l'espace et le temps. Mais mon esprit était ailleurs, fracassé en 1000 morceaux impossibles à recoller. La maison était vide quand je suis arrivé. Émilie n'était pas encore rentrée de chez sa mère, ou d'où qu'elle soit vraiment allée. Je me suis assis à la table de la cuisine, celle où nous prenions le petit déjeuner ensemble autrefois, où nous rions, où nous faisions des plans pour des vacances que nous ne prendrions jamais. Et j'ai attendu. Elle est rentrée vers 17 heures. J'ai entendu la clé dans la serrure, ses pas dans l'entrée, le bruit de son sac posé sur le sol. Thomas, a-t-elle appelé. Tu es là? Oui. Elle est entrée dans la cuisine, souriante, puis elle a vu mon visage. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai besoin que tu me dises la vérité. Son sourire s'est figé. À propos de quoi? De lui, de Dante du fantôme. Appelle-le comme tu veux. Elle est devenue blanche, littéralement. Toute couleur a quitté son visage. Comment tu? Je l'ai rencontré. Ce matin, dans son appartement. Thomas. Elle a voulu s'approcher. Je me suis levé, reculé. Ne me touche pas. Je peux tout expliquer. Tu peux expliquer quoi exactement? Comment tu me trompes depuis des mois? Comment tu me mens tous les jours? Comment tu couches avec un criminel pour Dieu sait quelle raison tordue? Ce n'est pas comme ça. Alors dis-moi comment c'est. Éclaire-moi. Ses yeux se sont remplis de larmes. Mais elle n'a pas pleuré. Elle était trop forte pour ça. Ou trop détachée. Je ne t'aime plus, Thomas. Les mots sont tombés comme des pierres. Simples, définitifs, irréversibles. Depuis combien de temps? Je ne sais pas. 1 an. Peut-être plus. J'ai essayé, vraiment essayé, de faire revivre ce que nous avions. Mais c'était mort. Nous étions morts. Alors tu as cherché ailleurs. J'ai cherché à me sentir vivante. Et je l'ai trouvé. Lui. Ce fantôme. Ce criminel. Elle a secoué la tête. Tu ne comprends pas. Dante n'est pas ce que tu crois. Il n'est pas juste un criminel. Il est compliqué. Compliqué. Quel joli mot pour parler d'un type qui manipule les gens et contrôle la moitié de cette ville depuis les ombres. Il m'a donné ce que tu ne pouvais plus me donner. De l'attention, de la passion, de l'intensité. Avec lui, je n'étais pas juste la femme d'un comptable. J'étais quelqu'un. Tu étais quelqu'un. Tu as toujours été quelqu'un. Pas pour toi. C'était trop. Je ne pouvais plus. J'ai attrapé mes clés. Où tu vas? A demandé Émilie. Je ne sais pas. N'importe où. Loin de toi. Thomas. Non, c'est fini. Tu as gagné. Lui a gagné. Vous pouvez vivre votre histoire tordue tranquillement. Moi, je sors de ce cauchemar. Je suis parti, claquer la porte, monter dans ma voiture, rouler sans destination. La nuit tombait. Les lumières de la ville s'allumaient une à une. Et moi, je conduisais. Dans le froid, dans le noir, dans la douleur. À un moment, je me suis arrêté sur un parking vide près du fleuve, coupé le moteur, posé mon front contre le volant. Et pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré. Pas des larmes silencieuses, non. Des sanglots violents qui me secouaient tout entier. Toute la rage, toute la tristesse, toute l'humiliation. Combien de temps suis-je resté là? 1 heure, 2. Le temps n'avait plus de sens. Puis mon téléphone a vibré. Un message.
D'un numéro inconnu. Venez me voir demain. Seul. Même endroit. 20 heures. Il y a des choses que vous devez savoir. Des choses qu'Émilie ne vous dira jamais. Dante, j'aurais dû ignorer ce message, bloquer le numéro. Ne plus jamais penser à cet homme. Mais la curiosité, la colère, le besoin désespéré de comprendre, j'ai répondu. J'y saurais, je n'ai pas dormi chez moi cette nuit-là. J'ai roulé jusqu'à un hôtel anonyme près de l'aéroport. Une chambre impersonnelle qui sentait le désinfectant et la solitude. Je me suis allongé tout habillé sur le lit trop dur, fixant le plafond taché, essayant de comprendre comment ma vie avait pu dérailler aussi brutalement. Émilie a essayé de m'appeler. 15 fois, 20, j'ai fini par éteindre mon téléphone. Dans le silence épais de cette chambre d'hôtel, j'ai repensé à tout. Notre rencontre. Ses yeux qui brillaient quand elle me regardait. Notre mariage sous la pluie. Les promesses, les rires, les nuits enlacées où le monde entier semblait nous appartenir. Peut-être que j'avais été aveugle. Le lendemain, j'ai erré dans la ville comme un fantôme. Moi qui poursuivais un fantôme, j'étais en train d'en devenir un. J'ai bu trop de café dans des bars, et personne ne me connaissait. Marché le long du fleuve en regardant l'eau sale charrier des déchets. Penser à tout lâcher. Partir, recommencer ailleurs. Mais quelque chose me retenait. Cette rencontre, 20 heures, les choses qu'Émilie ne me dirait jamais. À 19h30, j'étais de retour dans les docks. Le ciel était d'un gris métallique. Une pluie fine commençait à tomber, transformant les pavés en miroirs noirs. J'ai monté jusqu'au 4e étage. La porte noire était entr'ouverte. « Entrez !» a dit sa voix de l'intérieur. Dante était debout près des fenêtres, dos à moi, contemplant la ville qui scintillait dans la nuit naissante. Il portait un jean noir et un pull en cachemire sombre. Pieds nus sur le parquet, plus humain que la veille, plus accessible. Ou peut-être que c'était une autre illusion. « Vous êtes venu ?» a-t-il dit sans se retourner. « Vous saviez que je viendrais. » Oui, il s'est retourné. M'a étudié un moment. « Vous avez l'air terrible. » « Merci. » Un sourire a effleuré ses lèvres. « Asseyez-vous. J'ai commandé à manger. Vous devez avoir faim. » « Quand avez-vous mangé pour la dernière fois ?»« Je ne sais pas. Hier, peut-être. » Il a désigné une table basse où étaient disposés des plats qui sentaient divinement bon. Cuisine asiatique. Thaï, probablement. Mangez. Nous parlerons après. Je n'avais pas faim. Mais mon corps, lui, réclamait de l'énergie. Je me suis assis et pris une assiette. Mangé mécaniquement. Dante s'est installé en face de moi. N'a pas touché à la nourriture. M'a juste observé avec cette intensité troublante qui semblait être sa nature profonde. Pourquoi je suis ici ? Ai-je fini par demander. Parce que vous méritez de savoir la vérité, la vraie, pas celle qu'Émilie vous a racontée, pas celle que vous vous êtes imaginée, et vous allez me la donner par pure bonté d'âme, par respect, pour vous, et aussi parce que cette histoire est devenue plus compliquée que prévu. Il s'est levé, est allé chercher quelque chose dans un tiroir, un dossier, l'a posé devant moi. Ouvrez-le. J'ai hésité, puis j'ai ouvert. Des photos, des documents, des relevés bancaires, des échanges de mails. Je ne comprenais pas ce que je voyais au début. Puis les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. Émilie, des virements importants vers des comptes offshore, des contrats avec des sociétés fantômes, des transactions suspectes remontant à plus de 2 ans. Bien avant que je ne rencontre votre femme, a dit Dante doucement. Elle était déjà impliquée dans certaines activités. Blanchiment d'argent pour être précis. Petite échelle au début, puis de plus en plus ambitieux. Non, c'est impossible. Thomas, regardez les dates, les signatures. C'est bien son écriture, n'est-ce pas? J'examinais les documents. Mon cœur cognait. C'était bien son écriture. Ses comptes bancaires, ses signatures. Comment? Votre femme est brillante. Beaucoup plus que vous ne le pensez. Elle a utilisé ses contacts dans le milieu de l'art, notamment Sophie, pour créer un réseau de transactions fictives. Achats et ventes d'œuvres surévaluées. Galeries complices. Tout était parfaitement orchestré. Je ne peux pas croire ça. Dante s'est rassis, a croisé les mains. Quand je l'ai rencontrée il y a 6 mois, ce n'était pas une cible innocente. C'était une partenaire potentielle, quelqu'un avec qui je pouvais faire affaire. L'attraction est venue après. Inattendue. Compliquée. Vous êtes en train de me dire qu'elle vous a séduit? Je suis en train de vous dire que nous nous sommes séduits mutuellement. Pour de mauvaises raisons qui sont devenues des raisons plus compliquées. Il a marqué une pause. Elle voulait accéder à mes contacts, à mon réseau. Elle avait de l'ambition.
beaucoup d'ambition. Et elle pensait que je pourrais l'aider à passer au niveau supérieur. Et vous? J'ai joué le jeu. Au début. Puis quelque chose a changé. Quoi? Pour la première fois, j'ai vu quelque chose comme de la vulnérabilité traverser son visage. Je suis tombé amoureux d'elle. Le silence est tombé comme une pierre. Vous êtes tombé amoureux de ma femme, ai-je répété lentement. Oui. Pathétique, n'est-ce pas? Moi qui ne tombe jamais. Moi qui contrôle tout. Je suis tombé pour une femme mariée qui me manipulait autant que je la manipulais. Pourquoi vous me racontez tout ça? Il s'est levé, a marché vers les fenêtres. La pluie tombait plus fort maintenant, ruisselant sur les vitres. Parce qu'Émilie est en danger. Et vous aussi, par extension. Les gens avec qui elle travaillait avant moi ont découvert qu'elle me parlait. Ils pensent qu'elle leur a volé de l'argent. Beaucoup d'argent. Et ils veulent le récupérer. Mon sang s'est glacé. Elle vous a parlé de ça. Non, elle ne sait pas que je sais. Elle pense qu'elle peut tout gérer seule. Mais elle se trompe. Ces gens ne négocient pas. Ils éliminent les problèmes. Combien? 2 millions. En liquide. Disparu il y a 3 semaines. Mon Dieu. Dante s'y retourné. Votre femme n'est pas la victime innocente que vous imaginez, Thomas. Mais elle n'est pas non plus le monstre que vous pensez maintenant. Elle est quelque part entre les deux. Perdue, effrayée, désespérée. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que vous partiez. Loi, ce soir. Prenez ce que vous pouvez et disparaissez. Changez de nom, de ville, de vie. Parce que quand ils viendront pour elle, et ils viendront, vous serez dans la ligne de tir. Et elle, vous allez la protéger. Il a eu un rire amer. Je vais essayer, mais je ne suis pas certain d'y arriver. Ces gens sont dangereux, même pour moi. Alors pourquoi? Pourquoi prendre ce risque? Parce que je l'aime. Vraiment. Stupidement. Dangereusement. Il s'est approché. M'a tendu une enveloppe épaisse. 50 000 €. Cash. De quoi recommencer ailleurs. Prenez-les. Disparaissez. Oubliez Émilie. Oubliez cette ville. Oubliez-moi. J'ai regardé l'enveloppe. Puis lui. Je ne peux pas juste l'abandonner. Vous ne l'abandonnez pas. Vous la libérez. Du poids de ce mariage mort. De la culpabilité. De tout. Et si je refuse? Alors vous mourrez probablement avec elle. Nous sommes restés face à face. 2 hommes qui aimaient la même femme. Ou qui avaient aimé 2 versions différentes de la même femme. Il y a une dernière chose, a dit Dante. Elle est enceinte. Le monde a basculé. Encore. Quoi? 2 mois. Elle vous l'a pas dit. Elle ne m'en a parlé qu'hier soir. Et elle ne sait pas qui est le père. Je me suis assis. Mes jambes ne me portaient plus. C'est pour ça qu'elle voulait vous quitter. Continuait-il. Pas à cause de moi. Pas vraiment. Mais parce qu'elle ne pouvait plus vivre dans ce mensonge. Elle voulait recommencer. Proprement. Loin de tout. Est-ce que c'est le vôtre? Je ne sais pas. Probablement. Statistiquement. Mais peut-être pas. Et les 2 millions. Elle comptait les utiliser pour disparaître. Nouvelle identité. Nouveau pays. Nouvelle vie. Elle allait nous quitter tous les deux. J'ai ri. Un rire sans joie, sans vie. Alors personne ne gagne dans cette histoire. Non, personne. Dante s'est servi un verre. On a bu la moitié d'un trait. J'ai un plan pour la sortir de là. Pour la protéger. Mais ça implique qu'elle disparaisse. Vraiment. Pour toujours. Vous ne la reverrez jamais. Et le bébé, il sera en sécurité. Elle sera en sécurité. C'est tout ce qui compte. Je suis resté silencieux longtemps. Trop longtemps. Pensant à tout. À rien. À 8 ans d'une vie qui n'avait peut-être jamais vraiment existé. D'accord, ai-je fini par dire. D'accord quoi? Faites ce que vous avez à faire. Protégez-la. Protégez le bébé. Je disparais. Dante a hoché la tête. Quelque chose comme du respect dans ses yeux. Vous êtes un homme bien, Thomas. Meilleur qu'elle ne le méritait. Meilleur que moi. Peut-être, ou peut-être que j'étais juste un lâche qui fuyait une situation qu'il ne pouvait pas contrôler. J'ai pris l'enveloppe. Me suis levé. Une dernière question. Oui. Vous l'aimez vraiment, plus que tout. C'est pathétique, dangereux, stupide. Mais oui, je l'aime. Alors prenez soin d'elle. Parce que moi, je n'ai pas su. Je promets. Nous nous sommes serrés la main. Étrange. 2 hommes liés par la même femme, par les mêmes secrets, par la même douleur. Je suis parti, pour de bon cette fois. J'ai roulé toute la nuit. Direction le sud, puis l'est, puis n'importe où. Les kilomètres défilaient, les villes, les paysages, avançaient comme un automate vers une vie que je ne connaissais pas encore. J'ai changé de nom. Marco Santini, italien d'origine, consultant en informatique freelance, une nouvelle identité achetée avec une partie de l'argent de Dante.
Je me suis installé dans une petite ville côtière en Espagne, loin de tout, loin de cette vie qui avait implosé. Les premiers mois ont été terribles. Je me réveillais en sursaut la nuit, cherchant Émilie à côté de moi, puis me souvenant, toujours me souvenant. J'ai suivi les nouvelles françaises obsessivement, cherchant des crasses, des mentions, quelque chose qui me dirait qu'elle allait bien ou qu'elle était morte. Rien, comme si elle n'avait jamais existé, comme si nous n'avions jamais existé. 6 mois après mon départ, j'ai reçu un colis, sans adresse d'expéditeur, juste mon nouveau nom sur l'étiquette. À l'intérieur, une photo. Émilie, dans un endroit ensoleillé. Peut-être la Méditerranée, peut-être ailleurs. Elle souriait, ses cheveux au vent, et dans ses bras, un bébé. Au dos de la photo, une seule phrase manuscrite. Son écriture. Merci de m'avoir laissé partir. Il s'appelle Thomas. J'ai pleuré cette nuit-là, longtemps, pour tout ce qui avait été perdu, pour tout ce qui ne serait jamais. Mais j'ai aussi souri, parce qu'elle était vivante, en sécurité. Et quelque part dans ce monde cruel, un petit garçon portait mon nom. Peut-être que ce n'était pas une fin heureuse. Peut-être que personne n'avait vraiment gagné. Mais c'était une fin. Et parfois, c'est tout ce qu'on peut espérer. 1 an plus tard, j'ai rencontré quelqu'un. Anna, une libraire locale avec des yeux noisettes et un rire qui chassait les fantômes. Elle ne savait rien de ma vie d'avant, de mes secrets, de mes cicatrices invisibles. Et lentement, très lentement, j'ai commencé à guérir. Je pense encore à Émilie parfois, aux nuits où nous étions heureux, aux promesses que nous n'avons pas tenues, aux fantômes qui nous a séparés ou qui nous a libérés. Je ne sais plus vraiment. Dante avait raison sur une chose. Certaines histoires doivent se terminer, peu importe à quel point c'est douloureux. Peu importe combien on voudrait les réécrire. Parfois, laisser partir quelqu'un qu'on aime, c'est le seul véritable acte d'amour qui reste. Et parfois, le fantôme n'est pas l'homme dans l'ombre, c'est nous, hantés par nos propres échecs, nos propres aveugles, nos propres silences qui ont tout détruit. Je ne sais pas si Émilie et Dante sont toujours ensemble, si le bébé est vraiment le mien ou le sien, si elle pense à moi aussi parfois dans la lumière dorée de ces nouveaux matins. Mais je sais que je lui souhaite d'être heureuse, vraiment heureuse, de la manière que nous n'avons jamais su être ensemble. Et moi, assis sur cette terrasse espagnole, regardant la mer qui brille sous le soleil, avec Anna qui me sourit depuis la porte, je me dis que peut-être, j'ai aussi droit au bonheur, même si c'est un bonheur construit sur les ruines d'un autre, même si je porte encore le toit de ce secret que personne ne connaîtra jamais, le secret de la femme qui m'a trompé avec un homme que même la mafia appelait le fantôme, et qui, en me perdant, m'a peut-être sauvé.